Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Pierre-Emmanuel Jus, le directeur j'y arrive pas ce matin, le directeur délégué de Maslow. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Marie. Et Laurent Nataf, cofondateur et président d'Omélior. Bonjour Laurent. Bonjour Ça va, Marie. je m'en suis bien débrouillée là. Parfait. Alors je le disais en préambule, on va pas se mentir. En ce moment, l'aide publique à la rénovation... Comment dire, on n'est pas hyper rassuré à l'idée qu'elle existe encore à la rentrée, ou en tout cas qu'elle soit aussi puissante. Et pour combien de temps? Parce qu'on a nos considérations budgétaires, etc. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, on a dit, Laurent, je vous regarde pour démarrer, mais on a dit, ça vaut quand même le coup. Il y a presque des coûts financiers à faire, à acheter des passoires et à les rénover, parce qu'en plus, on peut être aidé, etc. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu moins le cas ou pas du tout? Il y a encore vraiment des opportunités, quand bien même l'aide publique serait soit inexistante carrément, soit moindre en tout cas qu'elle ne l'était jusque-là. Non, c'est pas du tout le cas, je vous le confirme. La rénovation, en fait, d'après moi, on est encore au début de la rénovation des logements en France, notamment la rénovation énergétique. Qu'il y ait des aides ou qu'il n'y ait pas d'aide, de toute façon, on a tout un patrimoine immobilier, notamment un patrimoine de centre-ville, qui a ce besoin de rénovation afin d'atteindre les standards actuels. Donc non, c'est encore le moment, évidemment, d'investir. Évidemment, c'est un petit peu... Je comprends que ça peut être un peu angoissant pour notamment certains investisseurs, cette pause sur MaPrimeRénov', mais ça reste un dispositif qui est extrêmement intéressant. On parle simplement d'une pause et non d'un arrêt du dispositif. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même de nombreuses années que des dispositifs existent. Alors certes, nos pouvoirs publics n'ont pas forcément encore trouvé peut-être la bonne formule et la bonne solution. La stabilité, Exactement. Ça c'est quelque chose qui manque quand même. Ouais, c'est ça, mais par contre la volonté est là. Et on sait qu'il y a énormément de logements à rénover encore, qu'il y a énormément de demandes également. Et on espère que la reprise du guichet de la rénovation d'ampleur de MaPrimeRénov' au mois de septembre pourra donner un petit peu plus de visibilité, au moins pour quelques mois ou quelques années. Oui, parce que j'allais dire au moins pour quelques mois, mais après, il y a le projet de loi de finances pour 2026. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Alors, c'est toujours compliqué, mais il ne faut pas oublier que c'est une aide, qu'on a la chance d'avoir cette aide, qu'elle nous permet de nous accompagner. Il y a peu de secteurs, en fait, qui est autant aidé. Donc oui, il faut s'adapter. Oui, ça peut être parfois difficilement lisible pour certains, que ce soit pour les artisans, que ce soit pour les propriétaires et les futurs propriétaires. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir d'une façon un peu plus globale, c'est que ça fait presque une dizaine d'années que des mesures d'accompagnement existent pour les particuliers. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La seule chose qu'on ne maîtrise pas parfaitement, c'est sous quelle forme et sous quelles conditions. Mais il y aura des choses. Mais il y aura des choses. Bon, et de toute façon, Pierre-Emmanuel, j'ai envie de dire, chez vous, chez Maslow, quand vous faites assez régulièrement un point d'étape sur, en gros, est-ce que j'ai plus intérêt à acheter du neuf déjà performant ou à acheter un bien passoire thermique à rénover, vous ne prenez jamais en compte les aides publiques dont je peux bénéficier en réalité quand vous calculez le truc? Non, on ne le fait pas parce que, on vient de l'expliquer. Chat échaudé, tout ça. Non, mais ce que demande l'investisseur aujourd'hui, c'est un peu de lisibilité et puis un calcul de rentabilité. Donc l'incertitude fait souvent mettre le pied sur le frein un petit peu à l'investisseur. Alors c'est vrai on compare le neuf et les passoires thermiques. Après, il y a aussi ce que moi j'appelle l'ancien récent, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas besoin d'avoir une rénovation énergétique, qui peuvent être dans des DPE C ou D, par exemple, et qui peuvent correspondre à l'investisseur. Je pense que ce n'est pas la même démarche lorsque c'est la résidence principale. Je pense que c'est aussi important de le dire. Nous, chez Maslow, on a un positionnement effectivement plutôt sur le neuf et l'ancien récent, parce que c'est difficile aussi d'industrialiser la rénovation thermique diffus, c'est-à-dire un appartement à Strasbourg, un appartement à Rennes, un appartement à Angers. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être difficiles. Et puis tout prendre en compte, c'est-à-dire le coût de ma rénovation et aussi l'écart de prix que je vais avoir au début de ma rénovation, la prix décote, d'achat, mais bien sûr, c'est ça. Et mon prix de sortie pour que je ne sois pas complètement décorrélé du marché. C'est aussi important pour l'investisseur. C'est pas tout à fait le même raisonnement en résidence principale. Et vous le disiez, il y a quand même des différences assez spectaculaires en fonction des villes où je vais vouloir investir, où je vais vouloir acheter. Et de fait, ça joue et sur la décote et aussi sur les aides d'ailleurs dont on peut bénéficier d'un point de vue local. Donc effectivement, c'est ça qui est très compliqué à mesurer en fait quand on veut se lancer. Oui, il y a des dispositifs qui sont mieux connus aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a aussi des aides de la région, parfois de la commune, qui peuvent aider les propriétaires à rénover leur logement. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Après, nous, chez Maslow, on s'adresse à des investisseurs. Donc c'est quelle est ma valeur locative de mon logement ?
combien je vais payer mon logement. Est-ce que je vais devoir investir dans mon logement dans l'avenir? Est-ce que j'investis dans l'immobilier ou est-ce que je m'investis dans l'immobilier? C'est un peu ça le principe, pour avoir un peu de visibilité. Et puis après, il faut aussi parfois aller à contre-courant ou à contre-pied. Le marché du neuf, aujourd'hui, il est bien accroché, un bon pied de parasol bien dur. C'est un marché qui est très difficile. Du coup, les prix sont sages. Donc, comme les prix sont sages, ça vaut le coup aussi de les comparer. Il y a peu d'offres aujourd'hui sur le marché. Et parfois, sur certaines villes, ça ne vaut pas le coup. Parce que la décote n'est pas suffisante sur une passoire énergétique de faire la passoire plus la rénovation. Et il y a d'autres villes où ça vaut super le coup et évidemment, il faut s'y intéresser. Alors, on va rentrer dans le détail des villes et vous allez nous dire là où ça vaut pas le coup, là où ça vaut le coup. Mais quand même, je voudrais, Laurent, qu'on revienne justement sur les aides qui peuvent encore exister, les soutiens financiers qui peuvent encore exister pour la rénovation. On a dit, bon, quand ça vient de Bercy, globalement, on peut avoir de sacrés doutes sur la stabilité de ce qu'on va nous proposer à un instant T quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut m'aider à passer à l'acte de la rénovation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a toute une armada d'aides. Il y a alors deux grandes familles, les aides privées, que sont les certificats d'économie d'énergie, donc financés par les énergéticiens français, et l'aide publique, donc via l'ANA et notamment MaPrimeRénov'. Et après, au sein même de ces aides, vous avez les aides qui sont réservées donc aux propriétaires occupants. Donc si vous achetez votre résidence principale et vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique, le niveau d'aide sera évidemment beaucoup plus important et sera financé via MaPrimeRénov'. Donc là, c'est le petit stop qu'on a en ce moment, donc via la rénovation globale, qui est en fait l'amélioration d'une note énergétique d'au moins 2 classes sur le DPE. Donc là, on a des accompagnements qui peuvent aller jusqu'à 90% de prise en charge par l'ANA et qui peuvent financer des travaux jusqu'à 70 000 euros. Donc on est vraiment sur des prises en charge extrêmement importantes. Laurent, je me permets juste une petite aparté. A priori, ce que nous a dit le ministère du Logement, c'est qu'au retour de la rénovation d'ampleur en septembre, on sera plus sur jusqu'à 90%, mais donc jusqu'à 80% max. Et par ailleurs, l'enveloppe, justement, n'ira plus jusqu'à 70 000, mais je crois qu'ils nous ont dit moins de 40 000 ou quelque chose comme ça. Donc de fait, l'aide publique va baisser. Ça, c'est une certitude. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire des travaux intéressants. Moi, j'ai eu pas mal, j'imagine que vous partagez cet avis-là, c'est que quand bien même l'enveloppe, on n'atteint plus les 70 000, mais qu'on descend un peu, il y a quand même matière à faire de la belle réno quand même. Avec des enveloppes de 40-50 000 euros, on peut quand même faire des choses pas mal. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, chez Homélior, une rénovation globale moyenne est d'environ 45 000 euros. Donc c'est vrai que quand on partait sur une assiette de 70 000 euros, on était vraiment sur les fourchettes très hautes des projets qu'on peut avoir. En moyenne, c'est 45 000 euros pour un saut de 3 classes énergétiques. Voilà, mais il existe des choses. Évidemment, on peut être bien accompagné. Il faut oublier 80% de prise en charge, ça reste extrêmement intéressant, important. Bien sûr. Mais il y a la question du reste à charge. Là, ça va être tout le sujet de vos discussions, j'imagine, avec les pouvoirs publics dans les prochaines semaines, les prochains mois, et a fortiori pour le projet de loi de finances pour l'année prochaine, quand même, de se dire, on ne montera pas jusqu'à 90%, on va peut-être rester d'abord jusqu'à 80%. Mais enfin, moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont expliqué que même quand bien même il n'en reste que 10% de reste à charge, ces 10%-là, ils ne peuvent pas les payer. Alors, pour certains, c'est compliqué. Après, on parle quand même d'un investissement, donc il faut évidemment aussi avoir le budget pour le faire. Et il y a des solutions qui existent pour ce reste à charge. Le but est de pouvoir en fait accompagner le propriétaire dans le financement de ce reste à charge. Il ne faut pas oublier qu'en fait une rénovation énergétique, le but évidemment est d'améliorer le confort, d'augmenter la valeur de son bien, mais également de faire des économies. De dépenses en énergie à l'usage. Ses dépenses. Et automatiquement, le but étant de financer ce reste à charge, notamment avec un crédit, tout simplement. Il y a différentes banques qui peuvent le proposer. Il y a même l'éco-PTZ qui peut prendre le relais dessus et pouvoir en fait essayer de caler l'économie qui est faite sur les factures avec justement ce crédit qu'on va prendre pour financer le reste à charge. Et c'est un petit peu l'idée. Des travaux gratuits, clairement, ça a existé à un moment sur certains types de travaux, ça n'existera plus dans l'avenir. Quelqu'un qui achète un bien ou quelqu'un qui veut faire une rénovation doit avoir un budget pour cela, mais le but, c'est de l'accompagner au mieux, de pouvoir lui permettre de lui avancer les aides, donc il n'est pas à avancer en fait le montant de ses aides et que ce soit directement en fait pris en charge par l'installateur ou par l'opérateur, ce qu'on propose chez nous, et également de l'accompagner justement sur le financement de ce reste à charge. Et si on parle de 20% de reste à charge sur un budget de 45 000 euros, on est sur des travaux qui sont à moins de 10 000 euros, où on peut se retrouver avec des mensualités qui restent absorbables, notamment grâce aussi aux économies réalisées. Oui, bien sûr. Et c'est un petit peu ça le but aujourd'hui d'un projet de rénovation.
rénovation Donc, énergétique. on refait au-delà de ma prime rénov', on a donc les certificats d'économie d'énergie, accessibles aux propriétaires bailleurs aussi, les C2E. Aux propriétaires bailleurs et aux résidences secondaires, qui Bon. permettent en fait d'avoir quelque chose, en tous les cas, pour ceux qui ont des locataires avec une mauvaise note énergétique. Il ne faut pas oublier qu'on a une interdiction de location des logements G, puis ça va se resserrer dans le temps. Donc on accompagne également les propriétaires bailleurs avec des prises en charge qui peuvent être de l'ordre de 20 à 30%, ce qui reste très C'est quand intéressant. même pas pour eux, rien, ouais, bien ouais. sûr. Et pour les propriétaires occupants, on les accompagne aujourd'hui jusqu'à 90%. Demain, certainement jusqu'à 80%. Ça reste extrêmement intéressant. Et c'est pour moi, en tous les cas, ça fait une dizaine d'années qu'on voit un petit peu ces différents dispositifs. On est sur une année où on n'a jamais eu autant en fait, de mesures d'accompagnement pour les propriétaires. Sans parler évidemment de ce que disait Pierre-Emmanuel sur les aides locales très spécifiques. Il y en a certains qui vont vous aider sur des pompes à chaleur, d'autres qui vont vous aider sur tel ou tel truc. Donc ça, il faut se renseigner un peu localement sur ce dont on peut bénéficier. Et parfois, c'est pas très très clair non plus à ce niveau-là. Mais bref. Il y a le crédit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements bancaires, lorsqu'on achète un bien performant énergétiquement ou qu'on le rénove pour avoir une très bonne note de DPE, on a des taux bonifiés. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez des taux à 0, à 0,99, à 1 qui font baisser aussi le coût global du crédit. Et ça, c'est valable pour les bailleurs comme pour les propriétaires occupants. Donc ça, c'est aussi une manière de financer soit son acquisition d'un appartement performant, soit de la rénovation. Mais d'ailleurs, justement, j'en profite pour vous, sur le crédit immobilier, typiquement, vaut mieux, j'imagine que vous allez me dire la même chose tous les deux, mais que j'inclus mon enveloppe travaux dès le démarrage de mon crédit plutôt que je me dise, oh là là, je ferai ça plus tard, on est d'accord. Hein. Oui, parce que l'enveloppe de travaux, d'une part, il faut qu'elle soit certaine, ça c'est le premier point. Aujourd'hui, c'est pareil, si on s'adresse aux investisseurs, nous c'est notre population chez Maslow, il va y avoir une recette locative en face. Et aujourd'hui, les banquiers, pour certains, déjà ne prennent plus de recettes locatives, évidemment, sur les DPE qui sont G, et ils ne le prennent plus non plus sur les F non plus. Donc ça veut dire que soit, si je vais sur cet arbitrage-là, il faut que j'ai fortement arbitrer le prix, ça c'est évident, et que je m'engage, donc je m'engage à augmenter la note pour pouvoir le louer. Donc le seul moyen de s'engager pour avoir cette note-là, c'est évidemment de faire les financer travaux tout de suite et de dire, ok, regardez, je prends l'argent pour faire les travaux. Donc prendre en compte le délai où je vais faire les travaux, le délai où je ne vais pas avoir la location. Parfois c'est 15 jours de travaux, parfois c'est 3 mois, donc toutes ces choses-là sont aussi... Tiens, d'ailleurs, Laurent, question sur les travaux et le temps des travaux. On peut faire des travaux... massif, parce que là on parle de réno global quand il s'agit d'acheter une passoire thermique, habiter ou c'est impossible? Alors, massif, c'est compliqué, ça va dépendre des travaux, mais en tout cas, on peut évidemment faire des travaux de rénovation énergétique dans un logement habité. Aujourd'hui, isoler un logement, on peut habiter dedans. Changer le mode de chauffage, on peut également habiter dedans. Donc oui, on y arrive. Après, dans le cadre d'un achat, généralement, les gens c'est compliqué d'être propriétaire bailleur en commençant à être son bien. Je dis une bêtise, je crois. Idem sur les investisseurs, le locataire va pas beaucoup apprécier. Donc c'est au moment de l'acquisition que je vais. Alors après, il peut peut-être négocier aussi avec le locataire entrant en disant, écoutez, on est en cours de faire les travaux de rénovation énergétique qui s'imposent. Vous pouvez commencer à venir et je vous accorde une ristourne sur le loyer pendant les 3 mois que vont durer les travaux pour compte tenu des nuisances. Ça peut permettre aussi à la fois de ne pas avoir peanuts cacahuètes pendant que je commence les travaux, non? Dans la vraie vie, la demande locative, elle est très forte, Marie. Donc le propriétaire va souvent faire ses travaux et louer son logement après. Parce que la certitude sur la durée des travaux est toujours un petit peu compliquée. Mais bon, moi, j'aurais bien négocié. Bon, bref, on va rentrer dans le vif. Je disais, vous avez des données quand même chez Maslow qui sont extrêmement précieuses. Alors, vous préférez démarrer par là où il vaut mieux acheter de l'ancien rénové et pas du neuf, ou inversement? Inversement plutôt. Inversement, on commence par là où c'est plutôt celle-là. Là où il vaut mieux éviter d'acheter de l'ancien rénové et préférer le neuf. Oui, alors deux, trois villes que l'on a sorties, que ce soit en province ou en région parisienne. Alors, je vois ce qui s'affiche parce que j'ai pas les mêmes notes sur mon papier, mais c'est pas grave. Donc Stein, Caen, ma ville natale, Clichy, Lille, Vitry-sur-Seine. En fait, c'est quoi l'idée? C'est de se dire, on a regardé aujourd'hui grâce aux data qui sont fournis par Bien Ici, par Priceable également, c'est de dire, est-ce que dans la réalité des faits aujourd'hui, une passoire énergétique, c'est-à-dire E et F, combien elle se vend aujourd'hui en termes de prix mètre carré, versus du C ou du D, ou versus du AB. Ouais. AB, ça veut dire du neuf. Et finalement, quand ton coût de rénovation énergétique, il est de 200, 300, 400, 500 euros du mètre carré, il faut effectivement que tu achètes au moins moins cher que ces 500 euros de rénovation. Faut que l'écart soit supérieur, quoi. En gros, c'est ça. Et on parle bien de la rénovation diffuse, d'une rénovation énergétique du logement. C'est pas de la déco, je refais pas la salle de bain, je refais pas la cuisine. Je ne sais pas si ma copropriété devra se rénover également. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Nous, aujourd'hui, chez Maslow, les investisseurs, souvent, ils ont étudié ou ils étudient un comparatif entre je vais faire un coût sur le prix
et la rénovation, ou alors je prends quelque chose qui est finalement louable le lendemain que je passe chez le notaire, que ce soit de l'ancien récent ou du neuf. Alors évidemment, le neuf, j'ai mon délai de construction qui doit être pris en compte. Dans le neuf, je vais payer mes frais de notaire qui vont être évidemment bien moins chers, donc ton écart de prix, il est déjà de 6%. Ensuite, il faut que tu aies un écart de prix sur la rénovation énergétique de ton logement qui soit de quelques centaines d'euros au mètre carré. Et puis, contrairement à la maison, l'appartement, il a un prix mètre carré. Et donc, quand on fait de la rénovation lourde, parfois de la rénovation énergétique avec une isolation intérieure du logement, on va perdre de la surface. Ouais. Donc, c'est sûr que sur une maison, je prends le même terrain, je mets un plan Favier des années 70 et je mets une jolie maison, toit plat, etc. On est d'accord que sur le même foncier, le même terrain, le même emplacement, je n'ai pas le même prix au mètre carré. Sur l'appartement, c'est moins vrai. Dans ma copropriété, ton appartement de 45 mètres carrés, il a une valeur de 45 mètres carrés. Si tu réduis la surface parce que tu as amélioré la performance énergétique, tu vas évidemment mieux le vendre que ton voisin qui ne l'a pas fait. Oui, bien sûr, mais je vais perdre des mètres carrés. Voilà, pas travestir ce que je dis. Bien sûr. Pour autant, je vais quand même perdre quelques mètres carrés, et ça, il faut le prendre en compte dans la totalité de son projet. Ensuite, la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est pas pour vendre plus cher ou louer plus cher, c'est déjà l'autorisation de louer son logement. Voilà, quand on investit dans l'immobilier, c'est sur un horizon de placement de 5, 10, 15 ans, voire plus. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver pendant ces 5, 10, 15 années ? On a une certitude, c'est qu'on a effectivement ce calendrier de lutte contre les passoires thermiques qui fait qu'en 2028, donc les F seront interdits à la location, les E 2034. Ouais. Bon, alors certains d'entre vous, je sais que j'ai eu pas mal d'invités sur ce plateau ces 3 dernières semaines, compte tenu du bazar sur ma prime rénov, qui m'ont dit de toute façon à ce rythme-là, le calendrier, il tient plus, ils vont changer le calendrier. Enfin, quand même, on a une proposition de loi qui a été déposée qui propose carrément d'interdire les bouilloires thermiques à la location à horizon 2030. Et je pense pas qu'ils se trompent. La question, c'est la faisabilité de la chose. Mais les bouilloires thermiques sont à prendre en compte. C'est vraiment le sujet de cette PPL, de dire les bouilloires thermiques ne valent pas mieux que les passoires thermiques. Et on pense fortement à ceux qui vivent dedans en ces périodes de forte chaleur. Donc on l'a dit, Pierre-Emmanuel, un écart de prix très faible entre du neuf, noté donc A ou B, et de la passoire encore autorisée mais interdite demain, c'est-à-dire E ou F. Si c'est trop faible, si en gros on est sous les 400 € du mètre carré, ça sert à rien, on achète du neuf, on va pas vers de l'ancien à rénover. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. C'est important de se dire que si je vais sur la passoire énergétique, il faut qu'il y ait un avantage sur le coût et sur le prix. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas y aller. Et aujourd'hui, vous avez des marchés qui sont très soutenus en termes de prix mètre carré dans l'ancien. Comme ils sont très soutenus, mais parfois l'écart avec le neuf n'est pas important. Voilà. Et l'investisseur, il veut de la lisibilité, de la sécurité, de la rentabilité, de la certitude, en quelque sorte, un tableau Excel qui fonctionne. Et c'est jamais facile de pouvoir lui promettre ça. C'est plus facile dans le neuf que dans l'ancien. Mais Laurent, comment on explique que cette valeur verte, compte tenu de ces interdictions à la location, finalement, elle prend pas dans certaines villes, en fait. Dans certains territoires, c'est quand même dingue. Et je me souviens que Maslow, à une époque, avait même déterminé les villes où c'est même moins cher d'acheter du neuf que d'acheter de l'ancien à rénover, quoi. C'est dingue, non ? Oui, ça dépend. Alors, vraiment, la zone géographique a une importance qui est primordiale là-dedans. Et puis, on s'en rend compte. Alors, nous, nos clients sont souvent des particuliers qui ont acheté un logement ancien, qu'ils souhaitent rénover. Et ce qu'on voit de leur part, c'est souvent, ils partent du principe de se dire que l'ancien sera toujours moins cher, l'ancien rénové en tous les cas sera moins cher, alors ce qui n'est pas forcément vrai, et puis on vient de le prouver. Et également, il y a toute la partie zone géographique, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment habiter en cœur de ville, en ultra-centre, il aura plus de mal à trouver du neuf qu'à trouver en fait un logement ancien à rénover. Donc on a tout ce patrimoine ancien aussi qui reste à rénover, et puis énormément de personnes ne veulent pas de neuf et souhaitent habiter dans ce type de logement-là. Donc pour moi, ça reste 2 types de clientèle. Ça va dépendre vraiment de la ville dans laquelle on est, du choix de l'investisseur, mais sur en tout cas un investisseur, enfin un propriétaire d'une résidence principale, de ce qu'on voit, il va plus sur le centre-ville, sur de la rénovation, et sur un investisseur, un propriétaire bailleur, c'est vrai qu'il a... Spontanément, il aurait plus intérêt à aller sur le neuf, quoi. C'est plus simple pour lui, il va acheter quelque chose où il aura un budget de travaux plus faible, il n'aura pas de problème sur les 20 prochaines années sur son bien, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la tension locative est tellement élevée aujourd'hui qu'un bien neuf, en mise en location, je pense qu'il faut 24-48 heures pour pouvoir le louer. Bon, juste d'un mot, parce qu'il ne nous reste plus aucune minute, mais je le
le dis quand même parce qu'il y avait aussi le pendant de là où c'est intéressant Bien d'acheter sûr. de l'ancien à rénover. Alors je cite rapidos, Boulogne-Billancourt, Cagnes-sur-Mer, Annecy, Levallois-Perret, Antibes, Saint-Germain-en-Laye, j'y suis née, Champigny-sur-Marne, Meudon, Sarcelles ou encore Aubervilliers. Voilà des villes où les écarts de prix entre des logements notés A et B et des logements notés E ou F sont tels que oui, ça vaut le coup de se lancer là-dedans pour acheter l'ancien, j'allais dire du neuf à rénover. Mais un jour, vous devrez rénover votre neuf, sachez-le, de l'ancien à rénover plutôt que du neuf. Merci à tous les deux. J'ai essayé d'aller vite parce que sinon je vais me faire fâcher par Étienne Braque. Donc, Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow, et Laurent Nataf, cofondateur et président d'Omélior. Merci à tous les deux. Je vous le disais, donc c'est Étienne Braque qui prend la relève pour Tout pour investir tout de suite sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.